Pourquoi les Britanniques sont-ils si excentriques en guerre? La guerre, c'est censé être sinistre, discipliné et mortellement sérieux. Mais il faut compter sur les Britanniques pour apporter un peu de charme décalé sur le champ de bataille. Qu'il s'agisse de préparer du thé sous le feu, de charger des chars avec des parapluies, ou de jouer de la cornemuse dans un camp de prisonniers, les soldats britanniques ont longtemps mêlé courage et excentricité d'une manière qui laisse souvent le reste du monde perplexe. Ces bizarreries n'étaient pas que de la frime. Elles étaient parfois étranges, parfois brillantes, et toujours indéniablement britanniques. L'heure du thé n'attend personne. Peut-être l'excentricité britannique la plus célèbre, l'obsession nationale pour le thé. Conflit, destruction ou mort imminente, rien ne pouvait empêcher un Britannique de savourer une bonne tasse. Pendant le Blitz, alors que les bombes allemandes pleuvèrent sur Londres, des fourgons à thé mobiles étaient envoyés dans les ruines. Ils n'étaient pas armés, ne transportaient pas de matériel médical, mais des bouilloires et du thé. Pompiers, secouristes et ambulanciers savaient qu'une tasse fumante les attendrait dès que les flammes seraient maîtrisées. Cette tradition a suivi les soldats britanniques sur le front. Des cantines mobiles furent envoyées en zone de combat, uniquement pour maintenir le moral grâce au simple acte de servir du thé. Quand celles-ci ne furent pas disponibles, les troupes ont improvisé. Bouilloires bricolés, réchauds montés à partir de débris, et même au cœur d'un échange de tirs, on pouvait voir un Tommy accroupi, calmement en train de faire bouillir de l'eau. Un tel moment de dévotion finit en désastre. En 1944, près de la ville française de Villers-Bocage, des équipages de chars britanniques firent une pause pour préparer du thé, avant d'être pris en embuscade et détruits par un seul char Tigre. Cette distraction fut fatale. Leçon retenue. Pour éviter d'autres pertes à cause du thé, l'armée britannique réagit. Depuis, leurs chars sont équipés de bouilloires internes, garantissant qu'une boisson chaude soit toujours disponible d'une simple pression. Encore aujourd'hui, les équipages de chars britanniques peuvent se faire un thé sans s'exposer au feu ennemi. Les fous absolus, Jack Churchill et l'épée de guerre. Quand on entend qu'un homme est allé à la Seconde Guerre mondiale armé d'un arc long et d'une épée, on croirait à un mythe. Mais John Malcolm Fleming Churchill, surnommé Mad Jack par ses amis comme par ses ennemis, était bien réel. Soldat professionnel et archer champion, Churchill estimait, je cite, « Tout officier qui part au combat sans son épée est mal habillé ». Il ne plaisantait pas. Lors de la retraite de France en 1940, Churchill et ses hommes croisèrent une patrouille allemande. Avec un calme parfait, il banda son arc long et abattit un sergent allemand, le seul tir confirmé à l'arc de toute la guerre. Plus tard en Norvège, il mena des charges armées d'une Claymore. Une fois, lui et un seul camarade infiltrèrent une position allemande, à la faveur de la nuit, avec pour arme leur discrétion et leurs lames. Il s'approcha de leur poste dans le noir et les menaça avec son épée. 42 soldats se rendirent à ce fou armé d'une lame. Blessé plus tard en Italie, Churchill, ensanglanté mais imperturbable, sortit calmement sa cornemuse et joua un air écossais jusqu'à l'arrivée des Allemands. Il fut envoyé dans un camp de concentration. Il s'évada, fut capturé de nouveau, s'évada encore, et quand la guerre prit enfin fin, il se dit déçu, déclarant « Sans ces foutus ricains, on aurait pu continuer la guerre encore 10 ans. » Si Churchill était un retour au Moyen-Âge, alors le major Alison Digby Tatham Wardey représentait l'excentricité victorienne en Rangers. Servant dans la première division aéroportée lors de l'opération Market Garden, il gagna une réputation non seulement pour son courage, mais aussi pour son comportement légèrement décalé. Anticipant des ruptures de communication, il ordonna à ses hommes d'apprendre des signaux de clairon plutôt que de compter sur les radios. Oubliant souvent les mots de passe au checkpoint, il portait un grand parapluie, estimant qu'il serait évident que l'idiot qui porte un parapluie ne peut être qu'un Anglais. Cela fonctionna. Sous de lourds tirs allemands, il marcha calmement pour sauver l'aumônier du bataillon. « Ne t'inquiète pas des balles, j'ai un parapluie », le rassura-t-il. Plus tard, dans une scène iconique d'absurdité, Tatham Wardey mena une charge contre des chars allemands, armés seulement d'un pistolet et du même parapluie. Portant un chapeau melon pour parfaire le tableau, il planta le parapluie dans la fente de visée d'une voiture blindée, blessant le conducteur et immobilisant le véhicule. Que cela soit noté, un officier britannique a un jour neutralisé un véhicule blindé avec un parapluie. Les Shindy, marginaux, derrière les lignes ennemies.
Si l'excentricité fait de belles histoires, parfois c'était une question de survie. En Birmanie occupée par les Japonais, la jungle se montrait aussi dangereuse que l'ennemi. Les tactiques classiques échouaient. Arrivèrent le brigadier Ord Wingate et Mad Mike Calvert, deux commandants peu orthodoxes, avec un plan encore plus audacieux. Créer des unités de commando à longue portée, ravitaillées par air, pour harceler les Japonais, loin derrière leurs lignes. Leurs recrues étaient d'une trempe particulière, des hommes incroyablement courageux ou légèrement dérangés. L'un était expert en explosifs du Black Watch, un autre bourreau rhodésien. Un autre encore préférait avaler ses cigarettes plutôt que de les fumer. Les observateurs les surnommaient les Odds and Sods, un ramassis de fous et de déserteurs. On les appelait les Shindites, une prononciation déformée du mot birman pour lion. Opérant dans des conditions brutales, ils construisaient des bastions au cœur du territoire ennemi et lançaient des raids constants. Quand les munitions manquaient, ils combattaient au corps à corps. Les récits abondent de soldats japonais tués à coups de crosse, de casques ou de sabres capturés. On raconte qu'un sergent arracha un katana à un officier japonais et l'utilisa pour le tuer. Calvert lui-même aurait noyé un soldat ennemi à main nue. Les Shindites obtinrent 4 Victoria Cross, des dizaines de Distinguished Service Orders et des centaines de décorations individuelles. Ils étaient sauvages, intrépides et efficaces, la preuve que dans certaines guerres, la raison est optionnelle. L'humour comme arme, troller le Troisième Reich. L'humour britannique est célèbre, sec, ironique et souvent absurde. Et oui, ils l'ont utilisé contre les nazis. À un moment de la guerre, les Allemands construisirent un faux aérodrome élaboré, avec hangar en bois, réservoirs factices et même des avions factices. C'était un leurre évident, conçu pour pousser les Alliés à gaspiller des bombes sur des cibles inutiles. Les Britanniques comprirent presque immédiatement que c'était faux, mais au lieu de le détruire, ils laissèrent les Allemands continuer. Une fois la ruse terminée, un bombardier de la RAF survola et largua une seule bombe, en bois, bien sûr. Sur les flancs étaient peints « du bois pour du bois ». La véracité de cette histoire est débattue. Certains historiens soutiennent qu'elle est apocryphe. Mais des témoins, des vétérans de la RAF, et même des membres de la Luftwaffe, affirment que cela s'est bien produit. Et franchement, même si ce n'était pas le cas, ça aurait dû l'être. Parce que larguer une fausse bombe sur un faux aérodrome, c'est exactement le genre de guerre psychologique que seuls les Britanniques jugeraient dignes de consommer du carburant. Chanter encore alors que le navire coule. Ce mélange d'absurdité et de défi ne s'arrêta pas avec la Seconde Guerre mondiale. En 1982, pendant la guerre des Malouines, le HMS Sheffield de la Royal Navy fut frappé par un missile Exocet. Alors que le navire brûlait et commençait à couler, son équipage attendait l'évacuation sur le pont. La situation était sombre. Fumée épaisse, eau glaciale, vie en danger. Que firent les marins? Ils se mirent à chanter. Pas n'importe quel chant, mais « Always look on the bright side of life » des Monty Python. L'ironie était mordante, le moral intact. L'histoire se transmit, littéralement. L'équipage du HMS Coventry chanta le même air quand leur navire fut frappé et coula. Apparemment, ce fut un moment qui captura parfaitement l'esprit britannique en temps de guerre. Un humour noir enveloppé dans une impassible dignité. Conclusion, la folie comme méthode. Des épées et parapluies aux tasses de thé et bombes en bois, l'excentricité britannique en temps de guerre n'était pas du spectacle. C'était une identité, un trait national transformé en arme de morale, de malice et de chaos. Face à des obstacles écrasants, certaines armées misent sur la discipline. Les Britanniques, ils prépareront du thé, chargeront des chars avec des parapluies et siffleront un air pendant que les bombes tombent. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, ça fonctionne souvent. Car quand la guerre renverse le monde, un peu de folie peut bien être la chose la plus sensée.